Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bougent et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vis ta meilleure vie. Alors aujourd'hui, mon invité est connu sous les réseaux sous le nom de Millipat, de son vrai nom Émilie, d'où Millipat, je suppose. Absolument, absolument. J'ai pas trouvé ça, sorti ça de mon chapeau. J'aime la cohérence. Eh bien, écoute, Émilie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et que tu viennes partager ton parcours de youtubeuse, ostéopathe, vulgarisatrice de choses scientifiques qu'on ne comprend pas trop. Écoute, merci d'être là. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci à toi, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Ça fait bizarre de t'entendre faire l'intro parce que j'écoute tes podcasts et là, t'entendre et te voir le dire en même temps, ça me fait quelque chose. Est-ce que tu trouves que ma tête va bien avec ma voix? Parce que tu sais, des fois, on se fait des idées quand on n'écoute que des podcasts comme ça, sans le visage. Je sais pas, je me visualise pas trop les choses, tu sais, c'est comme les gens qui disent les livres c'est toujours mieux que les films enfin que les adaptations de ces livres en film parce que tu peux te faire toi l'image que tu veux en tête et après t'es déçu quand tu vois avec une image. Bah moi ça m'arrive jamais parce que je visualise pas dans ma tête ce qui se passe, juste j'écoute. Du coup, la réponse que tu souhaiteras, oui, ta voix va très bien avec ta tête. Ma foi, ça aurait pu aller avec n'importe quelle tête. Ben écoute, tant mieux. Alors, Émilie, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux définir ce que tu fais et ce que tu proposes? Alors, de mon métier de base, c'est que je suis ostéopathe pour les animaux, principalement équins. Et depuis quelques années maintenant, je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux pour faire de la vulgarisation en santé animale, principalement en santé équine, même maintenant quasiment que en santé équine, à travers du contenu gratuit sur Instagram et sur YouTube et à travers des webinaires dispensés par moi ou par des intervenants de tout le monde équestre. Ok. Et alors, maintenant, tu vis que de ça, c'est-à-dire que ou alors est-ce que tu interviens encore en ostéopathie sur le terrain? Ouais, à peu près 30% d'ostéo et 70% du reste. Je quitterai jamais l'ostéo à 100% parce que déjà, comme c'est une profession manuelle, si tu t'arrêtes, c'est un coup à jamais pouvoir reprendre parce que tu perds ta main, etc. Donc, j'arrêterai jamais, même si j'en ai marre à plus de 200%, je pense que je continuerai toujours à pratiquer un petit peu. Et puis, donc déjà pour ça, mais aussi parce que ça me rend légitime de tous les coups de Mhm. gueule que je peux pousser sur mes réseaux parce que je suis sur le terrain et je constate. Et puis, c'est aussi un très bon moyen de me ramener à la réalité du terrain et de pas juste faire de l'entre-soi sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette vision qui doit quand même pas être facile parce que je sais que les coups de gueule sur les réseaux, voilà, ça n'a pas forcément été facile pour toi, mais comme tout le monde, hein, enfin, tu vois, les réseaux. Peut-être qu'on va commencer à mettre les pieds dans le plat. Comment ça se passe pour toi sur les réseaux? C'est-à-dire comment tu gères quand ben, tu as un minimum d'audience et donc avec cette audience viennent les haters. Alors oui, une audience, j'ai pas non plus 100 000 abonnés, hein, c'est quand même une ambiance raisonnable. Et puis, il faut dire aussi que je me fais un malin plaisir à aller taquiner les gens et à les sortir de leurs clichés. Donc forcément, je récolte ce que je sème, à provoquer les gens, et bah, je récolte la colère. J'essaye de le faire de manière pas non plus, comment dire, j'essaye de pas être agressive, tu vois, Mhm, mhm. de pas aller blesser les gens, etc. Mais je le dis.
mais prends pas de pincettes, je dis les choses et du coup, oui, c'est normal que ça puisse déranger. Notamment, j'avais fait un réel où le titre apparaissant sur le reel, c'était J'ai donné des coups de cravache dans la tête de mon cheval parce que c'est ce qu'on m'a appris. Donc évidemment, c'est forcément un truc un peu provocateur. Donc j'ai eu le droit à plein de messages affreux qui m'ont un peu secouée, mais en fait, il y a tellement de gens gentils, bienveillants et qui sont dans le même chemin, la même réflexion équestre que moi, que du coup on se dit non, ouais, le problème il vient pas de moi. Là, c'est clairement un problème de leur part. Donc ouais, heureusement qu'il y a cette majorité de gens qui me suivent qui se battent avec moi pour le bien-être des chevaux, quoi. Ok, ok. Donc ça reste quand même une minorité agitée et que finalement, tu as eu quand même une majorité de gens qui sont bienveillants et qui sont... Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Après, moi, j'ai un gros travail à faire sur le fait de bloquer les gens, surtout sur Instagram parce que c'est vraiment mon réseau de cœur. Mhm. Sur Facebook ou sur TikTok, je n'ai aucune difficulté à lire un commentaire, l'ignorer, le supprimer, bloquer la personne. Et voilà, à partir du moment où c'est un peu irrespectueux ou elle commente sans avoir lu le post, hop, c'est bon, ça dégage. Mais sur Instagram, j'ai vraiment encore du mal. Et en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je travaille sur moi. Et comme souvent, ça revient dans ton podcast de on est un peu chez la psy, eh bien, je me livre. Il faut que je travaille le fait que je ne peux pas mettre tout le monde d'accord et que j'arriverai pas Ok. à faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec moi. Et il faut l'accepter aussi. Et attention, supprimer les commentaires, je supprime pas parce qu'on n'est pas d'accord avec moi. Je Mhm, supprime mhm. quand on le dit en me Yep. manquant de respect ou sans avoir réfléchi avant de parler ou voilà. Oui, d'accord. Mais c'est marrant qu'il y ait une différence comme ça entre les réseaux. Est-ce que tu sais l'expliquer? Parce que finalement, c'est exactement la même chose. Ouais, mais je pense que j'ai déjà un peu plus de notoriété sur Instagram. Donc, les gens Ok. qui sont usuellement sur Instagram, ils ont déjà dû voir une de mes publications passées ou voilà. Mhm. Alors que sur Facebook, pas du tout. Je crois que je sais pas, je sais même pas si je suis à 5 000 abonnés sur Facebook, tu vois. Et puis, moi, sur Facebook, il y a quand même beaucoup de vieux grognons, hein. Ça, Ouais, c'est... ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Alors moi, Facebook, j'utilise pas du tout parce que je l'ai plus du tout utilisé pendant des années. Et je trouve que souvent, quand, quand tu laisses, tu sais, tu peux beaucoup écrire sur Facebook. Et du coup, en fait, moi, je suis désolée, mais quand il y a des gens qui mettent des commentaires où c'est un livre, j'avoue, je lis pas. Tu vois? Moi, fou. Alors, trop court, ça me va pas non plus, tu vois, genre Twitter ou X, ça me va pas non plus parce que je trouve qu'on peut pas vraiment partager une idée. C'est vrai que là, moi, je suis très visuelle, donc Instagram, c'est tout ce qui est vidéo et images, ça me parle beaucoup plus. Et puis, je pense que dans le monde du cheval, dans le monde des animaux, on vient toucher à une fibre très émotionnelle. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup. En fait, quand tu touches à ça, tu vois, chez les gens, tu vas toucher à des points très sensibles de manière générale. Donc, je trouve que souvent, il y a les réactions, l'intensité des réactions dans le milieu des animaux et souvent, tu vois, mais genre puissance 10 000, quoi. Tu dis, mais enfin, tu vois, Ouais, alors non, qu'au, mais c'est clair. alors qu'au final, tu vois, si tu demandes à tout le monde, mais on est tous là pour que le monde aille mieux que les autres, tu vois, on aime tous les animaux, tu vois, à la base, le point de départ, il est pareil pour tout le monde, tu vois. On est tous là et on fait de son mieux, c'est tout, tu vois. Il y a aussi ce truc de, je sais pas, je crois que c'est un nom, mais je sais plus exactement quand c'est, le fait que les extrêmes luttent les uns contre les autres, mais dans chacun de leur côté, tu vois. Mhm, Par exemple, ces gens qui viennent balancer un peu de haine sur les réseaux sociaux, pas forcément ceux que moi j'ai eus, mais plutôt quand on est déjà, mettons, dans la cible, dans la niche du bien-être animal, et mhm, ben, ils vont plus se tirer des balles entre les jambes parce que moi ça je fais mieux alors que nanana, plutôt que de s'attaquer à le grand nombre qui juste ne se pose pas du tout la question et qui se sentira pas du tout concerné par le problème. Et ouais, ça, c'est un truc, mais il y a la même chose avec les véganes ou avec l'écologie ou trucs comme ouais. ça, où en fait, pourquoi est-ce que, les gars, je vous le demande, pourquoi est-ce qu'on s'unit pas tous ensemble, même si on n'est pas tous d'accord de A à Z sur tous les Mhm. points, mais que dans l'ensemble, notre lutte, ce soit la même et qu'on œuvre tous ensemble pour la cause, plutôt que d'aller de se tirer dans les pattes toutes les 2 secondes, quoi.
Parce que ça demande du travail sur soi, ça demande d'avoir un petit peu évolué en dev perso, en mindset et compagnie, et que finalement, ça rassure d'appartenir à un petit groupe, tu vois, et Ouais, d'être ouais, ouais. quelqu'un dans un petit groupe comme ça. Donc ça vient chercher après les blessures, les peurs, les besoins, tout ça. Mm. Oh là Et là, puis je dis ça, moi des fois complexe. je vois naître en moi des colères contre des postes où je me dis mais n'importe quoi, mais ça m'énerve les gens qui pensent comme ça. Et puis 20 minutes après, je me dis oui, enfin, on est quand même du même côté de la frontière, quoi. Donc calme-toi, ouvre les yeux, regarde ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, et finalement tu te dis qu'il est pas si terrible celui-là. Oui, 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 oui. Et puis des fois, je pense que ce qu'on oublie vite aussi, c'est qu'on marche pas dans les chaussures des autres. Je suis désolée, c'est une expression anglaise, je sais pas si ça marche bien en français, tu vois. Si, si, ça marche, ça Si, marche. ça marche, ok. Mais tu vois, en fait, on sait jamais. Moi, j'aime bien l'idée de dire, bah, tu sais quoi, en fait, cette personne, elle pense ça pour certaines raisons que peut-être je comprendrai jamais. Et c'est OK de pas être tout à fait d'accord, tu vois. De se Ouais, dire, ouais, bah ouais. voilà, toi, tu penses que pour arriver au bien-être animal, il faut passer par ça, ça et ça. Finalement, moi, mon chemin, il est peut-être un peu différent. Mais parce que moi, je marche sur mon chemin à moi avec mes expériences. Et toi, tu vas marcher sur ton chemin à toi avec tes expériences. Et en fait, c'est OK. On n'a pas besoin Ouais. de se taper dessus, Bah, quoi. ça, c'est super difficile à accepter, et d'autant plus quand on fait de la vulgarisation scientifique. J'en parle Ouais. souvent avec Maud de Reactive Ekin, où finalement, les informations qu'on donne, elles sont factuelles Mhm. et elles sont, avec des gros guillemets, prouvées, et même sans guillemets, en fait, puisqu'on fait de la vulgarisation scientifique. Et en fait, c'est hyper frustrant de se dire, mais les gars, comment vous arrivez à remettre en cause ça alors qu'on vous apporte la preuve par A ou plus B que ça fonctionne de cette manière-là? Mhm, Typiquement, mhm, le fourrage à volonté chez les chevaux, tu vois. Et mhm. il y a encore des gens qui disent, non, mais mon cheval, il est très bien, sans fourrage. Dans ces côtés-là, c'est sûr qu'il y a tout un effet contextuel et un effet de tout ce qu'a vécu la personne pour en arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment le côté de pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir à ce que je suis en train de te dire alors que ça pourrait te servir. Et je suis en ce moment en train d'accepter que tous les gens ne sont pas prêts à recevoir les informations. Et je pense que j'ai fait une bonne partie du trajet cette année, et justement en me mettant à fond sur Millipat. Mais ouais, c'est mon challenge là. Ok, mais je pense que c'est le challenge de tout le monde. Je pense que quand de nouveau, que tu vois, c'est les animaux, on veut tous faire bien, on veut se donner à fond. Donc tu vois, et puis c'est ok. Moi, j'en rencontre des gens comme ça qui ont des observations, mais ça me touche plus du tout. Ça me touche plus parce que euh, finalement, la seule chose que je peux faire moi, c'est de faire au mieux pour mes chevaux. Et je Mais pense que exactement. ça, c'est la meilleure carte de visite que tu peux avoir. Et que si tu arrives en essayant de convaincre, de dire oui, mais non, mais ça, c'est la pire chose, en fait. Tu sais, c'est comme les véganes, ou tu vois, qui vont venir te faire chier et te dire ah, c'est mal ce que tu fais. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de leur mettre une claque dans la tête, tu vois. Mm, Alors qu'ils ont peut-être pas tort, tu vois. Et c'est juste que la manière dont ça a amené. Donc, moi, je me dis à chaque fois, c'est quoi ma carte de visite enfin, pas ma carte de visite, mais vraiment, le meilleur moyen, c'est que je fasse au mieux pour mes chevaux, avec mes convictions. Et si ça marche et que les gens sont prêts, ils le verront. mm, Sinon, mm. voilà. Sinon, ils seront pas prêts et puis c'est comme ça. C'est vraiment marrant que tu dises ça parce que ça fait des mois que j'ai un post dans mes notes qui est faites ce que vous voulez, je m'en fiche tant que vous faites de votre mieux. Et Voilà. j'arrive pas à l'écrire. J'arrive pas à montrer que, en fait, ce que vous faites, j'en ai rien à faire. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, oui, mais moi, mon cheval, je fais ça et pourtant ça marche pas, etc. Donc, ce que tu dis, c'est faux, tout, tout, tout. Et vraiment, j'ai vraiment très envie d'écrire ce post, de dire, mais en fait, je m'en fiche que tu choisisses de garder ton cheval ferré avec un pelame au box. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, ta conscience, ton cheval. Tu fais ce que tu veux. Tu fais au mieux. Fais de ton mieux, quoi. Mhm. Si toi, tu peux pas, pour des raisons X ou Y, et encore une fois, je m'en fiche la raison, si tu peux pas offrir les conditions optimales de vie à ton cheval, mais tant que toi, tu fais de ton mieux, bah, très bien. Moi, je sais que mon cheval, aujourd'hui, il n'a pas du tout la meilleure vie de cheval qu'il pourrait avoir, mais parce que je peux pas faire autrement. Et Mhm. donc, bah, il faut aussi être capable de se dire, je fais de mon mieux et juste, je peux pas faire autrement. Donc, c'est pas non plus la peine de se flageller et de rentrer dans de la culpabilité maladive. Voilà, juste faites de votre mieux, en fait. Ouais.
Ça, c'est un grand sujet aussi, la culpabilité des gardiens de chevaux. Ah Mais ouais. du coup, on a déjà commencé ce podcast en étant complètement dans tous les sens. Donc, Émilie, écoute, moi, je voudrais savoir, est-ce que tu vis ta meilleure vie aujourd'hui? Et ben moi ça m'arrangeait qu'on soit pas passé sur la première question du podcast à laquelle je savais que j'allais pas pouvoir couper. Est-ce que je vis ma meilleure vie? Ben, en fait, ça dépend si tu me demandes le lundi à 10 heures ou le lundi à 17 heures ou le Ok. mercredi à 15 heures. Euh, je m'ennuie tellement vite de tout Ah, que ah. c'est difficile de savoir pour moi ce qu'est ma meilleure vie et que c'est difficile de savoir si j'y suis, si c'est stable, parce que vraiment, je peux me dire, ah ouais, là, ma vie, elle est trop bien, et 2 heures après, me dire, ah non, mais c'est nul, moi, je veux retourner être salarié dans un truc où juste j'y vais et juste je rends des comptes aux gens, ils me payent à la fin du mois, et puis c'est terminé. Donc, j'ai autant de raisons de te dire, oui, je vis ma meilleure vie, que non, je ne la vis pas. Intéressant. Bah alors, écoute, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu mets derrière sa meilleure vie, enfin, ta meilleure vie. Parce que vivre sa meilleure vie, j'aime toujours dire, c'est pas un état que tu atteins. C'est en fait un questionnement constant de qu'est-ce qui est important pour moi et de mettre ça en premier. Donc, quel que soit, parce que tu vois, quand tu dis, par exemple, salariat, indépendant, tu vas forcément avoir des moments, si tu es salarié, tu vas râler parce que tu n'es pas flexible, parce que ceci, cela, tu manques de liberté, tu as un patron chiant, hein. Et si tu es indépendant, génial, tu as la liberté, et puis tu as toutes les contraintes que tu voyais pas quand tu étais salariat, de toutes les trucs où tu vas bosser, mais 10 000 fois plus que quand tu étais salarié, alors ta liberté, tu vois, tu es là, wouhou, liberté d'entrepreneuriat, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, vivre sa meilleure vie, c'est être en accord avec ce qui est important pour soi à un moment T. Et en fait, c'est quelque chose qui est dynamique et qui évolue et c'est être en chemin. Donc, avec ça comme explication sur ce que moi je mets derrière ça, ta meilleure vie, est-ce que tu vis ta meilleure vie, Émilie? Ok, alors, je pense que je peux dire que d'un point de vue de mes valeurs et de mes objectifs de vie, je vis ma meilleure vie. Si on devait Ouais, parler de mission de vie ou quoi que ce soit, je lutte pour une cause qui me tient énormément à cœur. Euh, J'adore enseigner, expliquer, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et c'est ce que je fais, enfin, en tout cas, c'est ce que les gens voient que je fais, parce que c'est quand même pas la majorité de mon temps. Euh, mais je pense que c'est plutôt au niveau de mon fonctionnement où je suis encore sur le chemin, où je dois encore ok, trouver comment optimiser tout ça pour pouvoir profiter pleinement du fait que, au niveau de mes valeurs, je suis bien alignée avec ce que je fais. ok. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple concret des choses qui sont pas encore là? Et bah, ce que je te disais, le fait que je me lasse très très vite. Ok, Euh, bon, alors, c'est sans grande surprise, j'ai un diagnostic de TDAH. Donc, je vais faire quelque chose pendant 6 mois. Et puis, une fois que j'ai fait le tour de la question, bon, bah voilà, je veux changer de métier. Et puis, je veux faire autre chose et ça m'ennuie. Et je veux apprendre plein de choses, etc. Donc, je sais que je dois être tout le temps en train de me challenger et de faire des nouvelles choses tout le temps, sinon je m'ennuie. Le problème, c'est que dès que je vais commencer des nouvelles choses, je vais être trop bien, ça va être l'excitation à fou et tout, je vais être hyper productive, rien ne m'arrête. Et puis au bout d'un moment, je vais atteindre un petit seuil de là, c'est trop. Ah oui, je me suis mis trop de responsabilités d'un coup. Ok, je veux plus. Comment on fait marche arrière? Donc c'est dans ça où je te dis, il faut encore que j'apprenne à moi me connaître et m'organiser et prévenir justement toutes ces vagues de beaucoup trop d'énergie et plus du tout assez d'énergie pour poursuivre ce que mhm. j'ai entamé. Ok, ok. Et alors, du coup, moi, je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Ça fait hyper dramatique. Tadam. Comment tu en es arrivé là, Émilie? Eh bien, j'ai fait donc une école d'ostéopathie animale en 5 ans, un peu plus classique. En sortant de l'école, j'ai commencé à faire des consultations. J'avais un travail alimentaire à mi-temps à côté. Et puis, il y a eu le Covid.
après, Mhm. qui m'a forcé à arrêter mon job alimentaire. Du coup, suite au Covid, j'ai recommencé à faire les consultations, ça se passait bien, etc. Et puis, je crois que c'est... Alors oui, j'ai lancé Milipat à la fin du confinement, parce que justement, je Ok. m'ennuyais. Et Ouais. du coup, j'ai lancé Milipat à ce moment-là. Comme quoi, le confinement aura eu des bénéfices. Euh, et pas que pour moi, ce que j'entends sur tes épisodes de podcast, Ouais. pas que pour moi. Et donc, j'ai lancé Milibat à ce moment-là, mais c'était vraiment des vidéos de 3 minutes, par-ci, par-là, Mhm. quand j'avais le temps, et puis voilà. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que mes journées en tant qu'ostéopathe animalier, ça m'allait plus. J'avais pas envie d'aller voir les chevaux. Quand j'y étais, c'était robotisé, c'est-à-dire que Mhm. les chevaux, ils commençaient à tous se ressembler. J'avais plus d'empathie, j'en avais marre des propriétaires. J'angoissais avant d'aller sur des lieux que je connaissais pas parce que je me disais Ok. face à quelle sorte de maltraitance je vais me retrouver et qu'est-ce que je vais encore devoir expliquer pour la 15 millième fois qui devrait déjà être connu de tous. Et en fait, vraiment, Ok. ça m'a épuisée, épuisée, épuisée. Donc, j'ai décidé de faire une pause dans les consultes ostéo. Alors, complètement arrêté, ce serait un mensonge. Je devais faire peut-être 3 ou 4 consultes par mois pour cette Mhm. histoire de garder la main, justement, de pas tout arrêter. Parallèlement à ça, je donnais cours dans l'école d'ostéopathie animale qui m'a formée. Ok. Et puis, bah, j'ai essayé d'accentuer un petit peu plus mes lipates à ce moment-là. Et puis, bah, je voyais que ça marchait bien, etc. Et puis, là, l'été dernier, j'ai décidé d'arrêter de donner des cours à l'école d'ostéopathie animale et d'essayer de me concentrer davantage sur mes lipates Mhm. et de reprendre un petit peu plus les consultations. Donc là, les consultations, ça se passe super bien et je vois que 30%, c'est mon maximum parce que dès que je dépasse 30% de mon temps en consulte, au bout d'un moment, je retombe dans ce même vice de y aller en râlant. Ok. Et si je commence à trop râler, je vois bien que c'est parce qu'il y a un truc qui va pas. Et Ok. du coup, j'ai lancé les webinaires et pour contrebalancer le fait que j'adore enseigner à l'école, Ouais. mais pour le coup, ça, c'est quelque chose qui n'était pas en accord avec moi. Euh, donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de continuer d'enseigner, sauf que quand on fait des vidéos sur YouTube, on n'a pas le lien humain. Mhm. C'est Vraiment, vrai. je parle à ma caméra et puis après, je lis des commentaires et puis, bon, bah voilà, c'est tout. Et c'est mon copain qui m'a dit, mais fais des webinaires, pourquoi tu fais pas des webinaires? Et je me suis dit, mais c'est une idée de génie! Et donc voilà, je me suis servi de toutes mes connaissances pour me dire, OK, qu'est-ce qu'un propriétaire de cheval aimerait savoir? Et donc là, à chaque fois que je crée un nouveau webinaire, j'y vais à tâtons en me disant, est-ce que ça, c'est un sujet qui vous plaît ou... Mhm. Et Mhm. à chaque fois, la main tendue est saisie. Donc voilà, comment j'en suis arrivée à faire les webinaires aujourd'hui et à reprendre les consultes. Ok. Et depuis toute petite, t'aimais ça? Tu voulais être ostéo ou ça s'est fait comment dans ta tête? Alors toute petite, je voulais être soit vétérinaire, soit kiné. Ok. Finalement, je trouve Ouais, que c'est entre pas deux, mal. voilà. Et ma maman m'a rappelé il y a pas longtemps que je voulais aussi faire journaliste pour écrire des articles sur les animaux. Ah ouais, donc il y a cette fibre communication quand même, hein. Ouais, Hmm. et puis j'ai Ok. toujours beaucoup écrit, etc. Et puis même déjà au collège et au lycée, je donnais des cours de soutien aux classes inférieures. Donc Ok. j'ai toujours été aussi dans la transmission et simplifier les choses dans les explications, etc. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment que tout ce que je voulais faire quand j'étais petite, j'ai réussi à l'atteindre. À peu près. Parce que en grandissant, après, quand j'ai commencé à me dire ouais, je veux faire vétérinaire ou ostéopathe ou trucs comme ça, je me voyais sur les grands concours internationaux, etc. Et puis finalement, quand je regarde ça avec un peu de recul aujourd'hui, je me dis oui, bah finalement, t'es bien contente de pas Hmm. y être. Et qu'est-ce que c'était qui t'a attiré dans les concours? C'était d'être au contact du haut niveau, le prestige, tout ça, tu Mhm. vois, l'élite, voilà. Et toi, dans ton parcours équestre, tu étais dans un parcours équestre classique, c'est-à-dire Complètement, voilà, club, ouais, tout ça, ouais. complètement, ouais. Club, Compétition, c'est ça. Un saut. petit peu de compétition complet, surtout obstacle, même si j'ai pas non plus.
En fait, j'ai rapidement eu mon cheval à 16 ans et c'était un trotteur réformé de 3 ans et donc on ne pouvait pas faire grand-chose, si tu veux. Et puis après, je suis partie en classe préparatoire, donc voilà, c'était cheval un peu à l'abandon. Donc Mhm. ouais, j'ai pas fait énormément de concours, mais oui, j'ai fait des années et des années de club équitation classique, ou plutôt équitation usuelle. Et du coup, qu'est-ce qui a fait ce shift à un moment donné de te tourner vers le bien-être? On sent que, tu vois, dans ton histoire, il y avait cette envie depuis jeune d'aller dans le bien-être, enfin d'être au contact des animaux, pas forcément d'un point de vue utilitaire, mais tu as eu une progression, on va dire, classique, où on t'apprenait à mettre des coups de cravache sur la tête de ton cheval. Et en Absolument. tout cas, ce genre de choses était normalisé parce que c'était ça ton message. C'était que voilà, si on t'apprend ça et qu'on te dit c'est OK de faire ça, ben voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un shift? Comment tu as fait ça et comment tu as eu cette prise de conscience de dire ben, en fait, c'est quoi le bien-être là dans le milieu que je côtoie, mais c'est peut-être pas forcément top. Ouais, bah, elle s'est faite en plusieurs temps. Déjà, quand j'ai eu mon cheval et que je me suis dit, OK, bon, en plus, j'avais pas mon cheval en club. J'avais mon cheval chez moi avec d'autres chevaux de voisins. Et je me disais, OK, il a 3 ans, j'ai à peu près un niveau galop 5. Comment est-ce qu'on travaille un cheval, en fait? Là, j'ai un cheval, ça y est, je suis J'adore. contente, mais j'en fais quoi maintenant? Ouais, ouais. Donc déjà, il y a eu ça qui a fait que je suis allée me renseigner. Alors à l'époque, c'était sur les forums, il y avait énormément de forums. Mmh. On était tous très actifs et j'ai commencé à Vas-y, balance ton forum. T'étais sur quel forum? C'est ça va, c'est de ma génération. Je comprends ce que tu dis. j'étais sur Forum Dada Annonce, FDA. Ah, Ça te dit ok. quelque chose? Oui, écoute, moi, j'étais pas sur celui-là. J'étais sur Ah. Ekinetic. Ah. Bref, qui a fait finalement. En fait, c'est marrant parce que ça a vraiment fait une grosse base de gens et dont certains que je côtoie encore, qui étaient un peu les premières vagues des gens qui ont fait de l'équitation éthologique, horsemanship et compagnie. Mm. Ouais, mais c'est Mm. ça. Et en fait, c'est à voir tous ces gens-là qui, alors au début, tu sais, ça commence un peu par les tours de cirque, de voir Ouais, oh, la la prise jambette, cabrée, le la sourire. révérence, tout ça. Et puis après, tu commences à t'intéresser aux jeux de Pirelli, et puis tu vois, et de fil en aiguille, tu te dis, ah ouais, ok, ça me parle, je vais essayer des trucs comme ça. Mais bon, ça Mm. s'arrêtait là avec un fond de je continue à dresser en cravache éperon. Donc Ouais, ouais, ouais. voilà. Et puis, je crois, le deuxième déclic qui s'est passé quand j'étais en école d'ostéo, parce que en école d'ostéopathie, on n'aborde absolument pas le cheval dans le prisme de l'équitation. Pas du tout, Ok. du tout. On est vraiment, on commence à parler d'équitation. Alors, évidemment, on a des cours de socioculture, des Mhm. équines dès la première année, donc histoire que tout le monde, même ceux qui viennent pas du monde du cheval, sachent ce que c'est un box, une carrière, des éperons, une épaule en dedans, voilà. Mais on n'en Ok. parle pas et après on en reparle dans la biomécanique sportive, mais là on est déjà en quatrième année. Donc sur Mhm. toute la partie où on étudie l'anatomie et la physiologie, entre la première et la troisième année, grosso modo, on ne parle pas du tout du cheval par le prisme de l'équitation. On parle vraiment du cheval en tant qu'animal, être vivant, individu, organisme. Et quand on étudie les structures et la physiologie normale du cheval, en fait, tu vois toutes les contradictions qui se font avec l'utilisation qu'on a du cheval. Et Mhm. je me souviens que quand je crois que c'est en première année, on avait appris que toute la cage thoracique du cheval était suspendue entre les membres antérieurs uniquement par des muscles et que, contrairement à chez nous, on a une clavicule, les chevaux en ont pas. Mhm. Et je me suis dit, ah mais attends, mais moi, du coup, quand j'ajoute mon poids sur mon cheval, je rajoute 50 kilos à ces sangles musculaires qui galèrent déjà à porter son tronc, mais c'est horrible, mais je suis une tensionnaire, mais pourquoi on fait ça? Donc hop là, premier arrêt de l'équitation. Ok. Et puis bon, après, petit à petit, je me suis dit, oui, bon, il est quand même relativement capable de me porter. Il n'est pas en Ah, souffrance ah. non plus quand je monte dessus, etc. Donc ça, c'était en école, j'ai vraiment eu le déclic d'un point de vue physique et anatomique, tu vois. Mhm. Mhm. Et puis, j'ai eu un troisième déclic, et c'est celui-là le plus récent, qui était il y a, je sais pas, 2 ans peut-être, où là, c'est plutôt un déclic du point de vue mental du cheval. Mhm. Et ça, il s'est fait à force de rencontres et de parler avec des gens, surtout ceux qui étudient le comportement, et de me dire, mais le cheval, c'est un individu comme toi ou comme moi, même si cognitivement, on fonctionne pas de la même manière.
on a quand même chacun nos envies, chacun nos peurs, chacun, etc. Et est-ce que mon cheval, qui me supporte depuis ces 2 ans et demi, est-ce qu'il a envie que je le monte et que je fasse des trucs avec lui, tu vois? Mhm. Et ça m'a un peu fait électrocution sur place, tu vois, de dire, ok, alors attends, là, ça remet beaucoup trop de choses en question dans ma tête. Est-ce que, oui, c'est vrai que lui, il a rien du tout choisi. C'est moi qui ai choisi tout pour lui de A à Z. C'est moi qui choisis ce qu'il mange. C'est moi qui choisis les activités qu'il fait. Je lui ai jamais laissé la possibilité de, est-ce que tu as plus envie de faire ça? Est-ce que tu as plus envie de faire ça? Mhm. Et, euh, et en fait, de visualiser les chevaux comme des humains, alors je sais que c'est sans tomber dans l'anthropomorphisme, hein, mais Mhm. plutôt visualiser la volonté du cheval comme la volonté d'un individu humain à part entière, Mhm. euh, je me suis dit, ah ouais, mais ça me chamboule un petit peu quand même. Donc hop, j'ai re-arrêté de monter à cheval. Ok, et là, t'en es où alors aujourd'hui de cette recherche? Et bah, je m'y suis un petit peu remis l'été dernier parce qu'il était beaucoup trop gros et qu'on était à 2 doigts de la fourbure. Donc, alors je sais que c'était de ma faute parce que je le sortais pas assez en main, je lui proposais pas assez d'activités et je lui dédiais pas assez de temps. Et en plus de son environnement qui n'est pas, absolument pas adapté, il y a beaucoup trop d'herbes dans le pré, etc. Donc, je sais pourquoi est-ce que c'est de ma faute si jamais il devient fourbu. Mhm. Mais je me dis, ok, il faut essayer de rattraper ça et essayer de lui faire dépenser un petit peu plus d'énergie. Euh, donc, il va falloir qu'on reprenne les trottings et qu'on augmente le cardio. Mais je me suis dit, je veux pas le faire comme avant, pas lui laisser le choix. Donc, je me suis renseignée grâce à tous les moyens qu'on a sur les réseaux sociaux maintenant pour lui apprendre le bouton stop, où en fait, il me touche le pied droit, ça veut dire descend. Ça, il Mhm. l'a très très vite compris. Le Ok, moindre truc qui fait peur, hop là, Émilie, tu descends. ok. Mais je suis encore là, c'est vraiment. Je pense que depuis l'été dernier, j'ai dû le monter en tout peut-être une dizaine de fois. Mhm. Mhm. C'est vraiment pas assez, mais c'est encore, ça fait encore partie de mes démons qu'il faut que je travaille ça, de me dire, Émilie, allez, des fois, il faut prendre le taureau par les cornes, on s'y remet, et en même temps, est-ce que si je le change d'environnement, j'ai vraiment besoin de le monter? Non. Alors, est-ce que ça m'arrange parce que j'ai pas besoin de me questionner dessus? Peut-être. Mais bon, voilà, le chemin est encore en train de se faire sur ce point-là. Ok. Donc, pour l'instant, tu dis, ok, je le monte, mais plus par nécessité par Exactement. rapport à ses conditions et pas forcément par plaisir. Ouais. Est-ce que tu as encore du plaisir à monter à cheval? Bah, vu que les dernières fois où je suis montée dessus, ça c'est. En fait, alors parce que je t'explique un petit peu le process du truc. Euh, les premières fois où je suis montée dessus, quand je lui ai appris le bouton stop, il me demandait très très rapidement de descendre parce que bah ouais, pendant 15 ans, je lui ai jamais laissé le choix. Donc maintenant que je lui laisse le choix, t'inquiète pas qu'il en profite. Donc il me demandait de descendre à chaque fois. Donc moi, bah, je descendais puisque je respectais le fait que je lui laisse le choix. Euh, et ce que j'ai commencé à faire, c'est au début lui dire, OK, bah regarde, à chaque fois que je monte sur ton dos, tu as le droit de manger de l'herbe aussi longtemps que tu veux. Donc, trop cool. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, mon objectif fourbure, là, va peut-être falloir s'accrocher un petit peu. Vas-y, mange encore Euh, plus. Donc du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il aime en balade? Il aime aller vite, trotter, galoper. Quand je cours à côté de lui en main, il est fou, il est trop content. Donc regarde, tu vas voir, c'est incroyable. Quand je suis à côté de toi à pied, t'as pas d'autre choix que juste marcher. Alors que dès que je suis sur ton dos, tu peux trotter, tu peux galoper et on s'amuse, quoi. Mhm. Et sauf que ça aussi, il l'a très vite compris. Et du coup, maintenant, j'ai la difficulté opposée que dès que je monte dessus, je peux pas l'avoir au pas. C'est allez, t'es dessus là, c'est bon, maintenant on va à fond la caisse, je suis trop content. Surtout là, l'hiver, avec les prix qui glissent, ils n'ont pas du tout pu se dépenser. Donc Mhm. il est vraiment beaucoup trop plein d'énergie. Donc ça va être mon travail de ce printemps-là, quand ils vont retrouver un petit peu plus d'espace et pouvoir se dépenser au pré, pouvoir dire, OK, alors oui, on peut galoper, mais on peut aussi être tranquille. Mhm. Mhm. Donc, est-ce que je prends plaisir là? C'est plus une source d'inquiétude, des fois pour ma sécurité. Non, je plaisante. Il n'est pas aussi dangereux. Il pourrait l'être, mais il n'est pas aussi dangereux. C'est beaucoup de tourments, beaucoup plus que juste aller faire une balade en semi-liberté où il fait sa vie, je fais la mienne, et puis on se suit, et puis on s'arrête de faire des gratouilles et tout. C'est plus confortable pour mes tourments cérébraux.
Mhm, Et puis mhm. lui, il aime bien aussi, quoi. Je crois qu'il aime bien les deux, lui. Donc voilà. Mais ça me manque pas, en tout cas. C'est pas quelque chose qui me manque. Ouais, mais tu vois, c'est marrant hein, parce que quand je te demande qu'est-ce que tu as comme source de plaisir ou est-ce que tu aimes monter, tu m'as parlé des plaisirs de ton cheval, mais pas des tiens. Bah ouais, parce que Hein. c'est ses plaisirs d'abord, quoi. Moi, le moment où je suis le plus contente, c'est quand il me voit arriver à la clôture et qu'il est super content de venir me voir et que je sors le licol et qu'il met la tête dedans et qu'il est trop content de venir avec moi. Ça, c'est la meilleure récompense, le meilleur cadeau, la meilleure preuve d'amour qu'il puisse me faire, quoi. Et ça, tu penses que tu peux l'avoir que si tu lui laisses 100% le choix sur tout ce que tu lui proposes. Euh, J'en sais rien. Alors, en vrai, je sais que Je vais, je vais t'apporter plein trop de questions et à la fin de ce podcast, je vais dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Je sais plus. non, mais je Désolée. pense, en tout cas, il n'était pas aussi allant pour venir me voir quand on était dans un parcours classique équitation. Mais Ouais. même il y a 4 5 ans, je le montais Mhm, peut-être juste 2 fois par semaine. On allait aussi faire des balades en main. Euh, mais c'était pas, on n'avait pas la même relation qu'aujourd'hui. mhm, mhm, mhm. Et ça te paraît possible pour toi, et c'est une vraie question, hein, d'avoir une vraie bonne relation, vraiment un truc génial si tu montes ton cheval ou pas? Et ben, j'ai autant d'exemples de oui que de non. Ah. Et En quand fait, tu dis les exemples de non, c'est par rapport à des problèmes physiques que tu non, détectes plutôt à dans des ta problèmes pratique? relationnels, je pense. En fait, c'est Ok. que j'ai toujours peur de ces questions-là parce que les gens, ils voient tout à travers leur prisme et que si Ouais. je dis oui, c'est possible, regarde, j'ai plein d'exemples, et bah eux sont pas du tout objectifs par rapport à eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et que Hmm. du coup, ils vont dire, ah bah ok, bah oui, bah elle a dit que c'est bon sur certains exemples, moi je fais comme ça, donc ça veut dire que moi c'est bon. Et du coup, j'aime pas trop ces questions-là. D'accord. Du coup, donc voilà, ça c'est ta relation avec ton cheval et c'est ton chemin par rapport à tes questionnements. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à ta pratique et ce que tu fais aujourd'hui comme vulgarisation. Et j'aimerais bien que tu nous expliques quelles étaient tes peurs avant de... Ben, à chaque fois que tu as fait une grosse transition comme ça, parce que finalement, il y en a eu plusieurs dans ta vie, des transitions de choses que tu as commencé, puis tu passes à autre chose. Euh, et en fait, est-ce que tu as des peurs liées à ça? J'en ai plein. Tu veux la liste? Il va durer 4 heures le podcast. Ouais, non, j'en ai plein. Je pense que la peur que j'ai le plus pour l'instant, parce que c'est celle qui est la plus présente actuellement, c'est une peur financière de me dire, ok, faut toujours que tous les mois, je m'assure que le nombre de webinaires que je propose, que le nombre d'intervenants que je rémunère me permettent de me dégager de l'argent à la fin du mois. Mhm, Les consultations, je ne sais jamais combien je vais en faire le mois d'après, donc je peux absolument pas me baser là-dessus. Donc pour l'instant, c'est ma plus grande crainte de mhm. ça, surtout que je suis rarement très chère, entre guillemets. Ok. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à arranger les gens, diminuer les frais de déplacement parce qu'ils me font venir de loin et que je sais qu'ils n'ont pas forcément les moyens, tout ça. J'ai fait un stage avec des professionnels il n'y a pas longtemps, un stage que je donnais à des professionnels. Les stages pro, ça coûte les yeux de la tête. Un stage donné par une autre personne qui a l'habitude de faire des stages pro, il l'aurait facturé 450 euros la journée et demie. Moi, j'ai fait Mhm. ça, payer ça 130 euros, tu vois. Mais juste parce que j'ai à cœur vraiment que les gens se forment et s'instruisent. Et du coup, j'ai la peur inverse de oui, bah, quand même, Émilie, va peut-être falloir payer ton loyer à la fin du mois. Donc, Ouais. euh, donc ouais, la peur financière, ça a été la plus grosse, surtout quand j'ai quitté mon poste de formatrice. Mhm. Parce que bon, formateur, c'est quand même, ça rémunère quand même correctement, même si c'est comme la raison pour laquelle je suis partie, parce que je m'investissais beaucoup trop par rapport, à la rémunération que j'avais et que je ne sais pas m'investir à moitié. Donc, Mhm, mhm, mhm. voilà. Sinon, des peurs, j'ai très souvent la peur de ne pas être légitime ou de pas souvent d'avoir l'impression que mes connaissances, je les ai inventées. Ok.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire de dire, mais attends, mais moi je dis tout ça et je suis archi sûre de moi, mais en fait, qu'est-ce que ça vaut ce que je dis? Et il y a Ok. personne qui est là pour vérifier que je dis pas de bêtises, et si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais en même temps, j'ai nulle part où le vérifier parce que l'information, elle est donnée nulle part, à part dans mes cours, en fait, ou dans Mhm. vraiment des livres d'anat pur que, que des experts arrivent à déchiffrer parce qu'ils ont le bon vocabulaire, mais en même temps, les experts, ils ont autre chose à faire que de la vulgarisation. Donc, ouais, ce côté, est-ce que vraiment j'ai ma place là? Est-ce que vraiment ma parole vaut quelque chose? Ah ouais, intéressant. Et du coup, comment tu fais pour soit les dépasser, soit travailler dessus? Parce que c'est des chantiers qui sont là toute la vie, hein, plus ou moins. On est tous dans le même bateau, t'inquiète pas. Alors, je t'avoue que ma peur financière, je fais aucun effort dessus. Je travaille pas dessus. Je me dis, fais confiance à la vie. Si tu es là où tu dois être et que tu fais les choses comme elles doivent être faites, tu vas t'en sortir très bien. Voilà. Ok, Et puis au pire, si jamais vraiment je suis mal sur un mois, je peux pas payer mon loyer ou j'en sais rien, bon bah j'ai la chance de pouvoir choisir tous mes horaires et de répartir comme je veux mon emploi du temps. Si un mois je suis trop dans la panade, je vais faire 2 jours d'intérim. Enfin voilà, ok, si on veut travailler pour gagner un peu d'argent et qu'on n'est pas trop regardant sur les conditions, il y a moyen quoi. Donc alors ok. c'est sûr que c'est pas forcément ça va pas m'épanouir autant Mhm, que je mhm. m'épanouis dans mon travail, mais si c'est juste pour l'argent, il y a toujours des solutions. Euh, Ok. pour ce qui est plutôt de la légitimité, j'ai de la chance d'être bien entourée par des copines de cheval qui sont professionnelles ou pas du tout, Mhm, qui ont la même vision que moi du cheval ou pas du tout, parce que j'ai mhm, aussi des copines qui n'ont pas du tout la même vision que moi du cheval. Euh, et qui sont là, elles, pour me dire, me rassurer que ce soit dans les consultations, de me mhm, rappeler les réussites que j'ai eues, de me dire, mais juste, Émilie, ouvre tes DM, en fait. Ouvre tes DM, mhm. va lire les messages. Et voilà, un entourage pour me ramener un peu à me rassurer. Ok, ok. Alors j'adore ta stratégie Hakuna Matata pour l'argent. Alors, je conseille peut-être pas à tout le monde de faire ça. Mais, mais finalement, c'est très intéressant parce que c'est une peur que tu arrives en fait vachement bien à gérer. Parce que Moi, quand tu dis j'ai peur de manquer, mais finalement, je me laisse quand même bercer et puis au pire, je sais que j'ai des solutions, même si ça doit pas t'éviter quelques moments de stress. Tu c'est vois ce ça, que ça je veux m'empêche dire? pas d'avoir 2, 3 insomnies par mois, des crises d'angoisse, et tu vois, bon, mais en fait, ça passe. J'ai Ouais, toujours ces quelques jours par mois où j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, que c'est nul ce que je fais, etc. Et puis bon, après, voilà, ouais. Hakuna Matata revient. Ça dépend de ton niveau d'énergie et de ton cycle Exactement. hormonal et du Ah coup, ben, voilà. à 200%, à Mais tu sais, 200%. moi, c'est la même chose, hein. C'est la même chose et je vais te dire, quand je commence tu vois, à râler ou à sortir des trucs, en général, tu sais qui c'est qui est le meilleur pour savoir? C'est mon mec qui me dit, ah, Fanny, c'est le moment du mois. Et je suis là, ah, tu le sais avant moi. Et donc, tu vois, ça, c'est vraiment excellentissime. Parce que Mm. du coup, c'est vraiment ce truc de dire oui, mais en fait, c'est juste que là, mes hormones sont en vrac et du coup, c'est juste un moment à passer. Donc, je vais pas prendre des décisions maintenant. Je vais juste me focaliser sur des petites actions sur ma journée et je ne prends pas des grandes décisions de vie pendant ces périodes-là. Mais alors, je sais pas toi, mais moi, ces périodes-là, elles m'amènent à des réflexions qui sont tellement construites par le saint diable en personne que je peux pas remettre en cause le fait que non, mais dans 3, 4 jours, ça va passer. Ok, donc tu te dis quoi, toi? Ah, mais il y a des fois vraiment où j'arrive à des non, mais de toute façon, tu vas faire ça quoi là? Tu vas faire ça à 3 mois, 6 mois, puis après, ça va valoir quoi? Plus rien. Et moi, j'ai l'impression d'être ah bah oui, oui, t'as raison, oui, d'accord. Bon, bah du coup, peut-être je vais tout arrêter tout de suite alors. Et ouais, ouais, vraiment, les voix dans ma tête euh, de, Ouais. de, de pré-cycle sont vraiment convaincantes, vraiment très convaincantes. Ah, Il faut être tu... solide pour passer outre. Donc ouais, ma peur que je mets de côté, non, non, t'inquiète pas qu'elle revient bien à des moments précis. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, il y a plein d'outils de coaching. J'avais une personne que j'adore, que j'ai coachée, qui appelait sa petite voix Cruella. J'adore. Ah, tu vois, moi, Et c'est le saint diable. voilà, le Saint Diable. C'est pas mal aussi, hein, c'est très dramatique.
Et en fait, mais tu vois, ce que tu mets en place avec tes amis, c'est exactement ce que tu peux faire à titre personnel. Tu vois, quand elle te dit, mais va voir tes DM, donc tu vas repartir sur de la rationalisation de, OK, en fait, là, je suis en train de me focaliser sur le grain, tu vois, le grain de riz noir sur mon sac de riz de 25 kilos où tout est cool. Je suis en train de me prendre la tête sur un grain de riz noir, quoi. Tu vois, c'est Ouais, vraiment. exactement. Ouais. Et revoir la. Et puis on passe en vision tunnel sur le négatif, Ouais, on c'est oublie le exactement. reste. C'est ça. Et ça, si je peux donner un tips que j'en parle de temps en temps dans le podcast, parce que c'est un que j'aime beaucoup, c'est la cookie jar. C'est tous les moments qui ont été ultra positifs et qui te ramènent ta légitimité de les mettre, tu vois, tu les écris sur un post-it, tu les mets sur un tableau ou tu les mets dans une boîte. Et quand tu es dans ces moments-là, tu ouvres et tu relis tout ça. Et bah, Et tu vois, là, c'est trop c'est... marrant que tu dises ça parce que, alors bon, les auditeurs, vous verrez pas, mais derrière moi, j'ai une petite boîte bleue ici. Ouais. Et en fait, j'ai fêté mes 30 ans il y a quelques semaines et j'ai fait une grande fête avec tous mes amis, toute ma famille. Et j'avais laissé des petits mots en leur disant, voilà, ça c'est une boîte où, quand je vais pas bien, je pioche un petit mot. Donc, Oh, écrivez-y ce que vous voulez. Et voilà, je les ouvrirai ponctuellement. Et bah, le faire soi-même, ouais, ça doit être quelque chose de super aussi. Mais bon, du coup, il y a l'autre truc de la légitimité qui m'empêche un peu de, de m'auto-complimenter. ouais. Mais ouais, cette petite boîte-là, le jour où vous Ouais. faites un anniversaire avec tout le monde, faites ça. Mais ça, c'est génial parce que ça, c'est des lettres d'amour, c'est de l'amour Ouais. du monde extérieur, donc c'est de l'énergie et c'est à prendre. Mais tu peux le faire aussi sur des choses que tu as fait toi, de Mm. toi à toi, tu vois. Et en plus, si c'est lié à des moments précis et des moments émotionnels sur lesquels tu peux te rattacher, ça a beaucoup de puissance en fait. Tu vois, ces moments où tu as eu des grandes réussites, où tu te dis, waouh, tu vois, j'ai aidé cette personne, j'ai aidé ce cheval, la vie de ce cheval a changé parce que, enfin, tu vois, ça, c'est des moments où tu dis, ben voilà, ça, c'est tes cookies d'énergie pure et dure que tu peux ouvrir et utiliser quand justement tu es dans ces moments où tu as le saint diable qui vient toquer à ta porte, quoi. Trop bien, je vais faire ça. Mais déjà, souvent, j'ai pris l'habitude de, quand j'ai dans mes DM des messages de remerciements et Ouais. tout, super longs, on me dit, waouh, non, mais ça m'a complètement ouvert les yeux, des trucs comme ça, et que ça me met un peu les larmes aux yeux. Hop, petite capture d'écran. Et puis, Ah, je les garde bien secrètement, mais j'avoue que je ne vais pas les relire. Il faut que j'en fasse un album et que je les mette tous ensemble et que la ouais. prochaine fois qu'il y a le Saint-Diable qui vient me gratter comme ça, là, et bah, hop, je vais dans cet album-là. C'est vrai. Merci pour ce petit outil. Voilà, petit tips. Et du coup, là, on vient discuter justement des difficultés, tout ça. Donc, avec les difficultés viennent les doutes. Comment tu fais pour continuer quand tu es dans ces moments de doute? Hmm, j'en sais rien du tout. Je crois que le meilleur conseil que je me donne à moi-même dans ces périodes, c'est attends demain. Ok, c'est un super conseil. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est bon, ça va revenir. Mais Mhm, alors la voix qui me dit ça, elle est très loin en général. Quand je suis dans les moments où le saint diable est assis à côté de moi sur le canapé, elle est très très loin, mais j'ai juste c'est une mauvaise passe et puis au bout d'un moment, ça va revenir et parce qu'en plus dans ces moments-là, même mes proches, ça m'aide pas en fait ce qu'ils me disent parce que le saint diable parle plus fort que tout le monde. mhm, Donc ouais, vraiment, attends demain. Demain, c'est un mhm. autre jour. Demain, tu vas dormir et puis ça se trouve, il y aura plus que toi et tout ton enthousiasme et toute ta motivation et ce sera mieux. Ok, mais c'est bien, hein, c'est justement mettre sur pause parce que là, en fait, tu peux rien faire en fait quand tu as cette voix qui est là. Tu peux rien Ouais, faire. exactement. Et d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais au mois de décembre, j'ai fait un burn-out Ok, et j'avais vraiment perdu. j'aime bien le by the way, il y a Ouais. 3 mois, j'ai fait un burn-out. Ok. Mais c'est peut-être pour ça que le Saint-Diable vient encore fréquemment. C'est Mhm. parce que ça fait que 3 mois, tu vois. Ouais. On me rappelle, mon corps me rappelle alors de temps en temps de, eh oh, quand même, oublie pas que voilà. Mhm. Et j'étais vraiment en perte totale de sens où je me disais, mais non, mais j'aide personne, ça sert à rien ce que je fais, et puis j'en ai marre, et puis je sais pas où aller, et puis je fais trop de trucs dans tous les sens et je finis jamais rien. Et bon, c'était vraiment épuisant. Déjà, ça a été super dur de s'arrêter pendant un mois. Je crois que Mhm.
Et en plus, c'était la période de Noël, donc j'avais vraiment tout pour me dire, là, t'as de quoi faire une vraie pause. Mais j'ai vraiment pas passé 3 jours sans quand même bosser un peu, quoi. Donc, vraiment super dur. Et en fait, le fait de s'éloigner quand même, parce que j'ai quand même réussi à prendre du recul, il y avait pas de... enfin, il y avait les webinaires, mais il y a eu 15 jours de vacances de webinaires. J'ai pas posté sur les réseaux sociaux. Et le fait de m'éloigner de tout, ça m'a permis de me rappeler pourquoi j'avais commencé à l'origine. Mhm. Dire, attends, mais ce que t'aimes, c'est expliquer des choses qui ont l'air compliquées aux gens qui pensent que c'est compliqué, alors qu'en fait, c'est simple. Mhm. Et, euh, et vraiment de prendre le recul et de couper les ponts avec tout et se dire, non, mais en fait, c'est ça, oublie pas pourquoi tu faisais ça au début. C'est parce que t'aimes faire ça, que la lutte, elle te tient à cœur et que tu ferais rien d'autre que œuvrer pour les chevaux. Et juste, oublie pas ça, Émilie. Et ouais, quand on a le nez dedans, on se rend plus compte de pourquoi on fait ça, en fait. Donc, Ouais. s'éloigner, je sais plus ce que c'était la question à l'origine. Comment tu gères le doute, mais après, on est vite passé sur le burn-out que tu as fait. Mm. Ah ouais, ouais. Pourquoi? Et ouais, prendre du recul, des fois, se couper, faire vraiment des gros... comme si Mhm. on voulait nous-mêmes se générer un blackout, quoi. Allez, Mhm. stop. Terminé, j'oublie tout ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai envie de refaire maintenant? C'est la première fois que tu as eu un épuisement comme ça? Non, alors, Burn-out. c'est, en burn-out pur, oui. J'ai déjà fait des dépressions avant. Mhm. Donc, l'épuisement, même si c'est pas un épuisement professionnel, ça reste quand même un épuisement de tout le mental. Mental, ouais. Ouais, mais ouais. C'est vraiment le moment où on retrouve la motivation. Dans les deux cas, c'est quand même quelque chose. Tu dis, ah, en fait, ouais, il y a quand même une petite flamme à l'intérieur qui brûle encore et qui me donne encore envie d'avancer. Donc, ouais. Et tu sais, tu l'as senti venir ou ça Le t'est tombé burn-out? dessus, le burn-out, ton Ah ouais, dernier non, pas du tout. burn-out? Ah, je l'ai pas du tout senti venir. En fait, c'est que, alors, ça faisait pas. Enfin, ça fait. Ma dernière dépression, c'était il y a 3 ans. Et j'ai mis longtemps avant d'en sortir. Et tous les jours, je me demande si j'en suis vraiment sortie. Et du coup, là, quand le burn-out, je me disais, oh non, ça y est, je fais une rechute, c'est pas possible, je suis fatiguée, j'ai plus envie de rien, ça y est, je me lève le matin, j'ai pas envie de travailler, mais en même temps, j'ai pas envie de faire autre chose que de travailler, donc ben, Mhm. on va travailler quand même. Et puis repousser certaines tâches qui te paraissent être une montagne, alors que en 5 minutes, c'est réglé. Mhm. Euh, ah oui, non, mais pas du tout, parce qu'en plus, j'avais lancé les webinaires au mois de septembre. Ouais. Donc moi, j'étais vraiment dans l'euphorie du truc et tout. Et puis bon, bah, ça y est, 4 mois, ça commence à rouler. Et puis bah, non, ça roule plus du tout. Ok. Et tu as identifié le pourquoi et le comment éviter ça et identifier les signes pour se dire, OK, hop, 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 là, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, j'ai réussi à identifier qu'il y a certaines tâches dans mon quotidien que j'aime pas du tout faire Mhm. et qu'il faut que je réussisse à déléguer. Parce que OK. vraiment, c'est des toutes petites tâches toutes nulles, mais qui me prennent un temps et surtout de l'énergie. C'est vraiment un truc, ça me prend un dixième du temps que je mets à faire une vidéo, quoi. Donc Mhm. c'est typiquement faire des visuels. Ouais. C'est ma hantise. Et, et vraiment, ça me bouffait de l'intérieur et je reportais le truc et plus je le reportais, plus le nécrosais. Donc c'était vraiment... Et briser ce cercle vicieux, ça a vraiment été quelque chose. Et puis ouais, essayer de s'entourer et de se faire aider. Et des fois, j'ai vraiment beaucoup de mal à déléguer. Déjà parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Ensuite parce que je suis super exigeante et que j'ose pas dire aux gens quand ça me plaît pas ce qu'ils ont fait. Mhm. Du coup, je préfère ne pas demander et le faire moi-même. Comme ça, je peux m'en vouloir que à moi-même et j'ai dérangé personne. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais ouais, faire ce travail de dire aussi, ok, si, il y a des choses, t'es pas obligé de les faire toi. Donc, Mhm. Mhm. délègue, les gens, ils sont contents de te rendre service, ils se sentent impliqués dans ce que tu fais et tout. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Et plus m'entourer, parce que je m'étais un peu isolée dans mon truc, la tête dans le guidon, à pas regarder devant moi, et ouais, l'entourage, hyper important. Et c'est quoi ce qui te ressource? Et bah ça, c'est une bonne question parce que justement, je me suis rendu compte pendant le burn-out que j'avais rien qui me ressourçait du tout. Mhm. Parce que aller voir mon cheval, bah, c'est quand même réfléchir à ah, mais ça, je pourrais en parler sur Instagram, dis donc. Ah, ça Aller en, craint.
Bah ouais, parler avec mes copines du cheval, pareil. Hmm. Leur expliquer, ah, mais tu savais que le cerf, gna, gna. Ah, mais ça aussi, je pourrais le dire sur Instagram. Bon, voilà. Donc, je pense la famille et mes amis hors cheval, principalement. Ok. Évidemment, mes amis cheval aussi, je les adore plus que tout et c'est celles que je vois le plus souvent. Mais ouais, c'est vraiment plus l'entourage, la vie sociale. Ok. Et C'est ce qui me ouais, ressort. je comprends cette connexion sans arrêt, même quand tu es avec des amis du cheval, tu vas forcément penser ou avoir un lien en fait avec ton travail. Ah Et ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué et je suis contente que qu'on en parle parce que je pense que c'est un truc dont on se rend pas compte quand on se dit tiens, je vais travailler dans ce que j'adore avec les animaux, avec les chevaux ou peu importe, quel que soit le métier qu'on fasse, hein, c'est que il faut avoir conscience qu'il y a un potentiel danger sur le fait que ce que tu aimes, ça devient un travail et on va y attacher des choses négatives dessus, des ouais. contraintes qui n'existaient pas avant. Parce que la motivation pour aller travailler dans ce qu'on aime, c'est parce qu'on l'aime. Et du coup, est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et alors, moi, j'avais eu un petit peu une expérience, on va dire, c'est du même type, parce que j'ai été instructeur dans une autre vie, j'ai été instructeur, j'ai commencé à enseigner, justement, horsemanship, tout ça. Et en fait, j'ai détesté. Ouais, j'avais entendu parler de ça. J'ai détesté parce que finalement, tout ce qui me plaisait, moi, dans les chevaux, j'y attachais des choses qui, du coup, avaient rien à voir et qui étaient négatives et que, du coup, voilà, j'avais plus envie après. Tu sais, quand tu bosses 10 heures dans les chevaux, les 2 heures qui te restent, t'as pas envie d'aller voir des chevaux, en fait. Ouais, exactement. T'as mis combien de temps à t'en rendre compte? Oh, moi, ça a été rapide. Ça a été rapide parce que j'ai fait en fait, la grosse expérience qui m'a fait me rendre compte que ça allait pas le faire, ça a été d'aller travailler dans une écurie pendant 6 mois en Suisse. Et tu sais, c'était vraiment pour faire avancer mes compétences, tout ça. C'était génial, hein. Je pense que d'un point de vue personnel, ça a été un développement énorme. Mais c'est vrai que je suis sortie de là, je me suis dit, bon, ok, j'ai commencé à enseigner, j'enseignais déjà un petit peu, mais j'ai commencé à le faire. Et puis là, j'ai fait, OK, en fait, ça va pas le faire. Il y avait des conditions, hein. J'étais en Belgique, tu vois, enseigner, c'est un lifestyle pourri, hein, moi, je trouve. Tu vois, tu te déplaces d'écurie en écurie. Ouais, c'est En clair. Belgique, il fait dégueu, 11 mois sur 12, tu vois. Franchement, c'était pas mon Petit kiff, tu bébé. vois. La nature, tout ça, c'est bien, mais quand tu es dans les pieds dans la boue tout le temps, tu vois, à un moment donné, t'en as marre. Donc, bref, le lifestyle, c'était, voilà, j'étais, OK, on va arrêter ça. En fait, j'ai adoré pour se développer. Maintenant, on va passer à autre chose, en fait. Donc, Mhm. voilà, donc ça a été ça. Mais ça, c'est aussi un peu, tu sais, la différence entre le fantasme, ce que tu imagines que les choses vont être, et puis la réalité. Ah bah c'est clair. Et comme, en fait, on doit baser nos choix très jeunes de métier ou d'orientation professionnelle sur des fantasmes, parce qu'au final, on n'a aucune idée de ce que c'est le métier, en fait. Du Clairement coup, pas. on ne sait pas du tout si ça va nous correspondre et si on va aimer. Donc, tu vois, on fait un peu des choix par défaut. En fait, on y va à l'aveugle et c'est OK, hein. Mais du Mm. coup, en fait, il faut vraiment voir les premières années de travail. Pour moi, je dis toujours, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Tu expérimentes au maximum de trucs parce que c'est que comme ça, tu vas connaître les ingrédients qui font que tu vas kiffer, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et tu vois, C'est par vrai. exemple, toi, dans ton exemple, c'est très clair maintenant, tu as 30% ostéopathie, ça, tu kiffes. Si c'est Mm. plus, ça va t'affecter. Ah Donc, bah tu ouais, ouais. gardes à 30%. Et tu vois, ça, c'est une information, c'est génial, mais tu as eu besoin d'expérimenter à 100% pour revenir à du 30. Ouais, exactement. Et de faire zéro aussi pour me rendre compte que ça me manquait quand même. Ouais, Mm. exactement. Donc, faut pas hésiter à Ouais. aller expérimenter. Mais c'est vrai qu'on a tendance à encenser les métiers passion, etc., à dire, ouah, c'est trop de la chance de faire ça, mais les gars, votre passion, elle est modifiée après une fois que ça devient votre métier, hein. C'est plus vraiment votre Mhm. passion, hein. Et ouais. Et tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais petite et que je voulais faire vétérinaire, euh, quand vraiment j'étais au lycée et que je commençais à m'orienter vers la prépa, je me suis toujours dit, moi, je ferais vétérinaire, mais chien-chat, parce que jamais je voudrais travailler dans le cheval, parce que je veux que ça reste mon loisir. Et ça, je l'ai dit à mes parents pendant tout mon lycée. Mhm. Et ben voilà, Et t'as fait c'est tout l'inverse. Eh ben, complètement bravo! raté.
Oups. Ah. Donc ouais, c'est clair que c'est, ça peut déteindre un peu la couleur de la passion de travailler à l'intérieur. Et pas que parce qu'on découvre des choses sur le milieu ou quoi. Non, vraiment, nous, intérieurement, mentalement, où ça a pas la même saveur. Ouais, je pense que la difficulté, c'est qu'il faut arriver à comprendre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on met dans le mot passion, en Ouais, fait. Et alors là, c'est un sacré chantier. Parce ouais, c'est clair. que tu vois, dans la logique, tous ceux qui ont des chevaux, des animaux, ils les aiment, ça t'apporte quelque chose. Oui, mais c'est quoi que tu aimes? Et en fait, je vais prendre un exemple, ce qui est le mien, qui est par rapport à mes chevaux. Moi, mon kiff avec mes chevaux, c'est de sentir quand il y a des moments d'harmonie, que je sois sur leur dos, à côté. Enfin, c'est ça mon kiff. Donc, en fait, tu vois, enseigner, j'aime le côté transmission, mais finalement, tu vois, ne serait-ce que un truc qui m'intéresse pas du tout ou qui est pas une source de plaisir pour moi, c'est de sentir que je suis hyper forte avec tous les chevaux. Mais ça, c'est un truc, tu vois, tu dois l'avoir un petit peu si tu veux travailler dans ce métier-là. Tu vois, faut être un peu intéressé Mm, avec tous les profils et, tu vois, mm, avoir mm. cette passion de, en fait, trouver les solutions pour toutes les situations. Et moi, c'est pas mon kiff. Moi, mon kiff, c'est de passer du bon, enfin, de sentir un sentiment d'harmonie avec mes chevaux. Donc, tu vois, tu es là, ah oui, ben ça, déjà, ça oriente. Ouais, ouais, Ah, ouais. donc, je pense que c'est toujours intéressant de se questionner, en fait, qu'est-ce que je mets derrière le mot passion? C'est quoi mon kiff? Est-ce que c'est la technique équestre? Est-ce que c'est sentir que j'arrive à faire un mouvement à mon cheval? Est-ce que c'est sentir que je fais des performances avec mon cheval et qu'il aime ça? Enfin, tu vois, en fait, il y a plein Sentir que je d'éléments. lui apprends des trucs au cheval Ouais, aussi. ouais. C'est, voilà. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot passion? Ouais. Et du coup, j'aimerais qu'on aborde le sujet des échecs. Trop Est-ce que, bien. oh bien, c'est dans les échecs qu'on a le plus d'enseignement et dans la douleur. Donc moi, j'aime bien aller gratter. Tu sais. Genre, les gens vont se dire, putain, c'est pourri de venir dans ton podcast. Quel sadique. C'est ça. Alors, Émilie, on va parler de tes ratés. Est-ce que tu en as eu déjà? En fait, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, non pas parce que j'ai pas eu d'échec, moi j'ai la sensation d'en avoir eu plein, mais qui en fait en sont pas vraiment, ou parce que ils sont pas 100% de ma faute, entre guillemets, de ma volonté d'être allée dans cette direction-là qui était un échec. Du coup, je les classe pas dans la catégorie échec. Je prends un exemple. Euh, j'ai fait ma première dépression pendant ma deuxième année de prépa pour les écoles Ok. vétérinaires. Et aujourd'hui, ce que je ressens comme être le plus gros échec de ma vie, c'est de ne pas avoir passé les concours pour l'école vétérinaire. Ok. Mais en soi, j'étais en dépression pour une cause qui est même pas la prépa en plus, pour une cause qui est tout autre. Euh, et j'étais tellement mal et vraiment au fond du trou que c'était vraiment pas possible de passer les Mhm. concours. Et que le seul truc que j'ai eu la force de faire en un an, c'est de m'inscrire en école d'ostéo et d'aller passer l'entretien, quoi. Mhm. Donc finalement, après, j'ai fait l'école d'ostéo et j'étais super contente et je suis super contente de mon boulot aujourd'hui et c'est trop bien. Mais c'est vrai que je garde toujours un peu ce truc de dire, Mhm. ah ouais, quand même, j'ai fait mes 2 années de prépa et j'ai quand même pas fait veto derrière et j'ai même pas passé le concours. Et donc souvent, je suis obligée de me rappeler que c'est pas de ta faute, Émilie. Déjà, la prépa, t'as fait vraiment le maximum de ce que tu pouvais. C'était pas un mauvais souvenir parce que je me suis fait des bons amis, etc. Et encore une fois, si t'as pas passé les concours, c'est pas de ta faute, quoi. C'est Mhm. vraiment, t'as Mhm. fait une dépression, t'es pas responsable de cette dépression. Personne ne l'est. Et voilà, ça c'est le. Mais tu vois, encore une fois, je le considère pas comme un échec parce que c'est pas un chemin que j'ai décidé d'emprunter et je me suis Mhm. rendu compte a posteriori que c'était la mauvaise voie. Donc Mhm. je le considère pas comme un échec. Euh, Est-ce que je pourrais avoir d'autres échecs? Bah, c'est le fait de ne pas être capable de faire 100% ostéo. J'ai considéré ça à un moment comme un Mhm. échec parce que je me disais, ah non, mais toutes mes copines qui sont sorties d'école en même temps que moi, elles font toutes, je sais pas combien de consultations par semaine, elles vivent à 100% de l'ostéopathie, et moi, je fais une journée de 6 chevaux et je Mhm. pleure toute la soirée parce que je veux plus en faire le lendemain. Donc, c'est pas normal. Donc, pendant un moment, j'ai un peu vécu ça comme un échec, le fait de pas être capable, Ouais, de pas me ok. sentir capable de faire de l'ostéo 35 heures, 40 heures par semaine.
Ouais. Mais encore une fois, là, je me rends compte qu'aujourd'hui, que bah, c'est juste que c'est pas un fonctionnement qui me convient à moi, en fait. Et puis Ouais, finalement, ouais, c'est pas ouais. ce que j'aime faire le plus que ostéopathier les chevaux. Ce que j'aime faire, c'est transmettre et expliquer, et c'est Mhm, ça que j'aime encore plus. Donc, euh, donc c'est pas grave, c'est pas un échec. J'ai essayé, ça marche pas, comme tu disais juste avant. mhm. Mais voilà, donc finalement, échec. Alors soit c'est parce que je me trouve des excuses, soit c'est parce que, en fait, juste, je pense pas mes échecs être des échecs. Ouais. Voilà. Écoute, j'aime bien cette question parce qu'en fait, la réponse des invités explique la vision de l'échec. Parce qu'en fait, un échec n'est un échec que si on arrête d'essayer. Mais si Exactement. tu rates un truc et que tu as appris quelque chose avec ça et que tu réajustes le tir, ce n'est pas un échec, tu vois. Absolument, ouais. Donc, ok. Mais écoute, c'est très intéressant. C'est intéressant ce truc de se dire, et je pense que ça, c'est pour les auditeurs, c'est un truc qui est intéressant. Tu vois, quand tu disais, ben, finalement, je me compare aux autres ostéos qui font, j'en sais rien, moi, 15 chevaux par jour, Mm. et je me sens mal parce que moi, j'arrive pas à faire ça. Ouais. Et que, en fait, se dire, non, mais on est tous différents et qu'en fait, on se nourrit de choses différentes et que on n'est pas obligé de faire une chose. Mm. On n'est pas obligé de dire, OK, j'ai fait un diplôme d'ostéopathie, donc je vais faire que ça. Ouais. Et ce que je trouve Ouais. magnifique dans ton parcours, c'est que toi, tu as trouvé le moyen de faire de l'ostéopathie avec différents prismes qui vont nourrir tes valeurs à toi. Tu as le côté terrain que tu as identifié, si j'en fais 30%, c'est bien, je peux garder cette pratique, ça m'apporte des choses. Et puis ensuite, tu as la transmission qui est hyper important pour toi et qui va nourrir ce besoin d'avoir un impact qui est je veux changer le monde pour qu'il y ait plus de bienveillance vers les animaux. Tu vois? Je trouve que c'est très intéressant. Tu vois, tout se lie et il y a eu vraiment une réflexion et que finalement, se dire que j'ai un diplôme, je dois travailler et puis tu te compares aux autres et tu dis oh là là, ça va pas parce que je fais pas assez, ça n'a aucun sens en fait. Et ça, c'est un cheminement, je pense qu'il est important de noter, de dire mais en fait, on est tous différents et que d'avoir trouvé, et toi, tu l'as fait via YouTube, tu le fais via des webinaires, tu l'as fait via l'enseignement, ben, c'est génial parce que c'est aussi de l'ostéopathie. Mais tu viens nourrir tes valeurs à toi. Donc bravo. Waouh, mais j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie, on dirait. Tu le savais pas en fait. Non, mais c'est vrai que après, tu vois, quand on se dit je sors d'école d'ostéopathie animale, il y a vraiment une autoroute devant qui va au Ouais. métier d'ostéopathe animalier. Mhm, Et faire un métier qui n'est ni formateur en ostéopathie animale, ni ostéopathe animalier, les autres chemins qui mènent à d'autres professions, ils sont quand même, il y a des ronces, quoi. Faut le créer soi-même, le chemin. mhm, mhm. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas évident parce que bah, je l'ai inventé, tu vois. Ça Ouais, n'existe pas, ça, ces ouais. métiers-là. Et ouais, c'est super dur. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais au tout début de cette réponse-là, sur le fait que de pas se comparer aux autres, etc. euh, Personnellement, je vis aussi cette étape de ma vie, tu sais, où je viens de passer la barrière des 30 ans et où donc j'ai plein de potes qui ont des enfants, qui Mhm, achètent leur maison, qui ont leur CDI en 35 heures, tout ça, des congés payés, une assurance maladie, une mutuelle qui rembourse quand ils sont en arrêt. Bon, toutes ces mhm. choses-là qu'on n'a pas en tant en tant qu'indépendant. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un sacré travail de se dire, ouais, bah eux, ils ont tout ça. Et c'est vrai que dans le parcours normal de la société, apparemment, je devrais en être à ce stade-là. Mais pour moi, bah, juste, c'est pas le moment parce que déjà, ma vie professionnelle, j'ai mis du temps à trouver là où je voulais l'emmener. Et comme je disais au tout début du podcast, je sais même pas si c'est vraiment là que j'ai envie de l'emmener et que toutes les semaines, elle prend une orientation qui dévie légèrement. Elle est pas du tout droite, hein. Elle change de degré tous Mhm. les jours. Et ouais, réussir à prioriser par rapport à soi et pas par rapport à une image qui est donnée, Ouais. qu'on devrait tous suivre ce chemin-là, parce que pour aller du point A au point B, il faut passer par là et on n'a pas le droit de passer par F avant. Mhm. Et ouais. Mais c'est très important ce que tu dis. Et tu vois, il y a une question qu'il faut se poser. Tu vois, quand tu dis, ah ouais, regarde, ils ont passé la barre des 30 ans, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Oui, mais en fait, la question à se poser, c'est pas ce qu'ils ont, c'est
Mais est-ce qu'ils sont heureux dans Mm. ce qu'ils créent? Je pense qu'elle est là, la question, en fait. Parce Ouais, que mais qu'est-ce qu'ils voulaient avant? Eux, ils voulaient tout de suite avoir une maison, avoir un enfant, etc. Moi, ça n'a jamais été dans mes projets. Donc, pourquoi est-ce que je Mhm, voudrais l'avoir maintenant? exactement. Et en plus, se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce que, tu vois, le monde extérieur, la Tout société, à notre fait. culture, tout ça, est-ce que Mhm. c'est vraiment ce que moi je veux ou est-ce que c'est juste le schéma classique où on t'a dit ça, c'est bien? Mhm. En fait, c'est pas ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas un chemin qui est bien et un chemin qui est mal. Il y a que des chemins différents, en fait. Donc, Mhm. Ouais, ouais. Et c'est aussi, il faut rentrer dans des discussions avec son enfant de quand on était petit qui disait moi, à 26 ans, je serai mariée, et puis à 28 ans, j'aurai un enfant, et puis à 32 ans, j'aurai un haras avec plein de poneys, et puis je serai vétérinaire pour les chevaux de haut niveau. Tu vois, il y a aussi ce Mhm. discours à avoir avec la petite fille qui a pas vécu tout ce que j'ai vécu, moi, mais qui est quand même là à me rappeler que, eh oh, à l'origine, c'était pas ça les objectifs dans la vie, hein. Oui, bah j'ai changé. Donc tais-toi, en fait, Et mais du coup, c'est la parfaite transition sur ben, avec ta question. voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, mais du coup, en fait, c'est est-ce que déjà la petite fille qui était en toi, elle serait fière de ton parcours, tu vois, qu'est-ce qu'elle te dirait à toi, à ton âge, la trentaine, décennie merveilleuse, et qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Euh, Quand je la visualise, je la vois vraiment moi petite. Donc, Mhm, gros caractère, toujours en train de râler, toujours raison, jamais contente. Et je la vois vraiment en train de me dire, non mais regarde là, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, t'as pas du tout suivi les plans, hein. Il y avait un protocole, hein. Il était précis, hein. À 12h15, il fallait faire ça. mhm, Et, euh, et du coup, bah moi je lui dirais ce que j'ai dit avant, de non mais t'inquiète, t'inquiète, laisse-moi faire, laisse-toi porter, laisse-toi suivre, ça va t'emmener quelque part. Tu réussiras toujours à te débrouiller pour retrouver le sens de tes valeurs et ce que tu veux faire. T'es assez débrouillarde pour ça, donc c'est pas ton plan, c'est pas grave. Je sais que c'est dur, c'est hyper dur pour moi et pour elle, petite fille, pour nous, de se dire on suit pas le plan qui a été établi. Tu mhm, vois, dans les éléments chinois, moi je suis élément métal, hein. C'est-à-dire il mhm, faut. Et c'est super dur de lâcher prise et de se dire ok, je me laisse couler un peu et je vais voir où ça va m'emmener et je sais que je vais réussir à retomber sur mes pattes parce que justement je suis débrouillarde. Et donc voilà, faut que cette petite fille-là, elle apprenne à laisse faire. C'est, c'est hyper intéressant. Je crois que tu es la première personne qui me dit quelque chose comme ça parce que souvent, c'est juste complètement l'inverse. C'est les jeunes versions de nous-mêmes qui ont beaucoup plus de liberté de penser. Et toi, tu es dans le schéma exactement inverse. C'est-à-dire que la petite fille qui a le plan de la société, en fait, Ouais, et clairement. toi, adulte, qui doit lui dire non, non, mais oh, 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 Mm. 2 minutes. C'est ouf, ça. Mais Oh, c'est dingue. je soupçonne que mon saint diable soit un peu corrélé avec elle, hein. Ouais. Et que Hmm. c'est elle qui lui dit, eh, rappelle-lui aussi qu'elle a pas fait ça. Rappelle-lui qu'elle a Hmm. pas acheté de maison encore avec un grand terrain. Il y a des choses à creuser là. Ouais, ouais, mais pour l'instant, je lui dis, eh, t'inquiète, attends demain. Attends demain. Exactement. Attends demain. Et puis tu sors un petit cookie de ta cookie jar. Exactement. Et alors, écoute, on a regardé derrière. Maintenant, on va regarder devant. Quels sont tes rêves pour la suite? Et bah, je te dirai ça quand j'y serai. Non, franchement, ça fait partie aussi de mes doutes et de mes angoisses de me dire. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Parce que j'ai pas de modèle à suivre, tu vois, j'ai personne, je vois personne qui est à la retraite parce qu'il a animé des webinaires sur le cheval toute sa vie, tu vois. Mhm, mhm, Donc il y a toujours cette phase de doute de qu'est-ce que ça va donner par la suite, mais en même temps, me connaissant moi et à quel point je déteste faire la même chose pendant longtemps, je sais que je vais pas faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que je ferai après? J'en sais rien du tout parce que j'y suis pas encore. Et, et mon travail, il est là en ce moment d'accepter oui, bah, pour l'instant, ce que tu fais là, c'est OK. Dans 2 ans, très certainement que t'en pourras plus des webinaires et tu pourras plus les voir en peinture. Mais d'ici là, tu auras trouvé un autre truc qui va te botter. Donc, je sais pas encore quels seront mes rêves plus tard. Je sais que
Euh, Là, je suis dans l'alignement de mes valeurs de vouloir œuvrer pour le plus grand nombre de chevaux possible, que je veux continuer d'aider les cavaliers qui le souhaitent à s'instruire, de moi continuer à m'instruire pour pouvoir instruire les autres. Et où est-ce que ça va m'emmener? On verra quand j'y serai. Ok. Eh ben, écoute, c'est hyper intéressant, mais c'est marrant parce que tu parles d'arriver quelque part. Ouais, parce que je vois ça comme des marches, tu vois. Là, je suis sur la marche webinaire. Ouais, mais c'est un rêve, on s'en fout, ça peut être juste un truc complètement délirant, tu vois. Mm. Hmm. Et là, tu as le saint diable qui revient. Ben oui, mais c'était ça le plan, et puis c'est ça, et c'est ça les marches. Alors ça va pas du tout. On arrête de rêver là. En fait, j'ai l'impression que la petite fille et le Saint Diable, là, ils sont tout le temps en train de se dire, bon, ok, c'est bon, on a compris, il a fait les webinaires. Ok, là, pour l'instant, c'est plutôt stable. Bon, on tolère pour le moment, mais par contre, tu changes pas trop d'avis toutes les 2 semaines parce que nous, on met des mois avant de s'habituer à chaque décision que tu prends. C'est un peu ça. Ils ont besoin de... Ils ont... Le temps que eux s'habituent, moi, je me suis déjà lassée. Mhm, mhm. Ok. Et alors, écoute, je vais te poser la dernière question qui est signature du podcast. C'est pour tous les auditeurs, qu'est-ce que tu leur conseilles pour que eux, à leur tour, ils suivent leur chemin et qu'ils créent leur version de leur meilleure vie? Et je crois que déjà, il y a eu plusieurs petites phrases qui sont revenues plusieurs fois pendant ce podcast. Si ça va pas, déjà, attendez demain. Peut-être que ça ira mieux, peut-être que vous aurez d'autres idées. Quand c'est trop le brouillard, éloignez-vous de tout et le plus important va vous rappeler. Et puis surtout, écoutez-vous, quoi. Si vraiment, peut-être que si dès le début, dès septembre, j'avais écouté le fait que je déteste faire les visuels de mes webinaires, peut-être que j'aurais pas été en burn-out au mois de décembre. Donc, quand il y a vraiment quelque chose qui vous dégoûte, que vous repoussez, ça fait que ça commence à faire 3, 4 fois que vous le repoussez, faut peut-être se poser des questions sur ces choses-là et peut-être qu'il y a moyen de faire autrement avant que ça nous pourrisse la vie. Donc, Mhm. ouais, écoutez-vous. La stabilité, ça n'existe pas. C'est vous qui la faites et qui suivez vos vagues. Et puis voilà quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Émilie. Est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur le net? Alors, on peut me trouver sur tous les réseaux sociaux, sauf X, sous le nom de Millipat. Et d'ailleurs, oui, c'est bien Millie comme Émilie, mais sans le E. Donc pour ça, Millie. Mhm. Et Pat, P-A-2-T-E-S, petit jeu de mots entre les pattes et l'ostéopathe. Ah, Millipat. Et oui. l'origine du nom. Merci Voilà. beaucoup, Et Émilie. sur YouTube et sur millipat.fr pour les webinaires. Génial. Eh bien, écoute, je mettrai tous les liens en description de cet épisode de podcast. Un Trop immense cool. merci, Émilie, d'avoir Merci. partagé ton parcours. Merci à toi, c'était trop chouette. Je savais même pas que j'avais autant de lâcher prise sur ma petite fille, tu vois. Je m'en rends compte là en t'en parlant que, ah ouais, non, en fait, je suis capable de pas l'écouter. Je m'en rends Ah, compte, pas oui. mal, hein. Voilà, tu pourras te rejouer le podcast, te réécouter quand tu auras des moments de doute. Ouais, quand il y aura le Saint Diable qui sera là, je le remets le podcast. Et puis, tu vois, c'est elle qui a raison. J'adore. Merci, Émilie. Merci à toi. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.